Connaissent pas rapidement. Donc, je m'appelle Kemra, j'ai 6 ans d'expérience dans le recrutement. Je suis une ancienne consultante en recrutement 360 de chez Robert Walters et je forme du coup des consultants en recrutement de cabinet et des recruteurs indépendants depuis 1 an et demi maintenant, principalement sur le développement commercial. Et donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui pendant à peu près 40 minutes. Je vais essayer de tenir le timing pour parler des objections clients, parce que c'est un vrai sujet quand on est amené à prospecter dans son quotidien de recruteur indépendant. Et donc, l'idée, avant de rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on traite une objection et comment est-ce qu'effectivement, finalement, on la traite, j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qu'une objection? C'est pas une question hyper évidente. Alors, elle paraît évidente, mais elle l'est pas forcément pour tout le monde. C'est l'expression d'une crainte? C'est l'expression d'une crainte, ouais. Je vais le noter. Une manière de dire non aussi. Une manière de dire non. C'est se faire renvoyer dans ses gonds. Ouais. C'est un contre-argument? Contre-argument, exactement, ouais, c'est intéressant. C'est un terme juridique utilisé dans les cours? Pardon? C'est un terme juridique? Alors juste, je reprends manière de dire pour ne pas intéresser. Ok, il y a autre chose? Ça peut être une critique. Une critique, ok. Ok. Un frein. Un frein, ouais, tout à fait. Exactement. C'est exactement ça. En fait, les objections, c'est un frein. Un frein à quoi? Alors, vous m'avez donné plusieurs éléments. Vous m'avez dit, effectivement, ça peut être une crainte, c'est une manière de dire non, c'est un contre-argument, c'est une manière de dire, enfin, pour le prospect, de dire qu'il n'est pas intéressé, ou une critique. Alors, en fait, une objection, c'est quand le prospect exprime un doute ou un frein à ce que vous proposez. Ça peut être sous plusieurs formats, souvent, ça peut être une question, ça peut être une remarque ou un refus très catégorique du genre, par exemple, bah, c'est trop cher, j'ai pas le temps en ce moment, on travaille déjà avec quelqu'un, je suis pas intéressée, on n'a pas le budget. Donc, effectivement, c'est un frein à ce que vous êtes amené à proposer quand vous êtes en prospection, finalement. Des objections, vous pouvez vous en prendre souvent soit au téléphone, soit en rendez-vous client. C'est finalement une manière pour le prospect de remettre en question ce que vous dites. Et ça, pour plusieurs raisons. Par contre, tout à l'heure, vous me disiez que c'était un non. Alors, ce n'est pas forcément un non. Par contre, c'est un signal d'alerte. Ça veut dire qu'à ce stade-là, faut bien se dire que le prospect ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas, il n'a probablement jamais entendu parler de vous, de votre collectif. Et donc, en fait, il n'est pas en confiance. Il n'est pas en confiance et donc il va vous donner une objection. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé par ce que vous proposez. C'est une manière surtout pour lui de vous dire qu'il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être convaincu et surtout il a besoin d'être compris par rapport aux besoins qu'il a, aux potentiels besoins qu'il a. Donc c'est important d'avoir en tête quand on est effectivement amené à prospecter. Il y a 3 types d'objections. Il y a l'objection rationnelle, il y a l'objection émotionnelle et il y a l'objection masquée. Est-ce que vous savez ce qu'on intègre dans l'objection rationnelle? On va peut-être commencer par le début. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on met derrière une objection rationnelle? Pas le budget. Le budget? Oui. Qui a dit ça? Moi, Maryse. Maryse. Ok, très bien. Ouais, très bien, Maryse. Effectivement, on peut mettre le budget. On peut mettre quoi d'autre? Le fait de ne pas recruter à l'instant T, de ne pas avoir de besoin. Ouais, le timing. exactement. Tout à fait. D'avoir déjà plusieurs partenaires. Pardon?
D'avoir déjà plusieurs partenaires avec qui ils travaillent sur la partie recrutement et donc pas envie d'élargir, quoi. Ouais, exactement. Tout à fait. Donc, on a la question du prix, la question des besoins, la question des partenaires. L'organisation interne, un service recrutement en interne. Oui, exactement, tout à fait. Donc, effectivement, ce type d'objections, ce sont des objections rationnelles qui se basent sur des faits factuels. On n'a pas le budget, c'est trop cher, enfin, c'est trop cher selon nous, on n'a pas de besoin, on ne recrute pas en ce moment, donc je ne vois pas forcément l'intérêt de vous rencontrer aujourd'hui. On n'a pas de priorité de recrutement, etc., etc. Oui, tout à fait. Dans un deuxième temps, on va voir l'objection émotionnelle. Qu'est-ce que l'objection émotionnelle selon vous? Mauvaise expérience avec des... Ouais, avec un cabinet. Avec le cabinet, oui. Tout à fait. C'est une objection justement qui est menée par la crainte. Par la crainte, ouais, la peur. Il y a les anciens cabinets aussi. Par les anciens cabinets. Des anciens de cabinet, enfin très souvent des personnes qui ont été consultants en cabinet qui se retrouvent recruteurs en entreprise, ont l'impression que de faire appel à un cabinet, c'est de ne pas réussir leur propre travail. Ouais, exactement. On peut le retrouver d'ailleurs avec juste les recruteurs de manière générale. Je ne sais pas si vous avez, en prospectant, déjà eu l'objection de oui, mais c'est mon métier. Vous venez à prospecter des recruteurs ou des RH. Souvent, ça peut être le cas. Donc, pas tout à fait. Vous m'avez dit effectivement tout à l'heure la peur. La peur de quoi? De l'inconnu. La peur de l'inconnu. La peur de se faire remplacer, si on suit effectivement ce que nous a donné comme exemple Amaury. La peur de se tromper aussi. La peur de se tromper, exactement. Et donc souvent, quand je suis en formation, j'ai des consultants en recrutement qui me disent « Mais Camara, nous, on est sur un marché B2B, c'est difficile de mettre de l'émotion quand on est amené à vendre nos prestations. » En fait, il faut bien garder en tête que les personnes qui signent vos mandats, ce sont des humains. Et ces humains-là sont drivés par leurs émotions au quotidien. La peur de l'inconnu, la peur, juste la crainte, le manque de confiance, la pression interne, etc. Et donc, effectivement, dans votre discours, vous pouvez les rassurer sur ces éléments-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils attendent, et c'est la raison pour laquelle ils vous donnent des objections. C'est parce qu'ils ne sont pas sûrs que vous les avez correctement compris et vous leur avez pas encore donné l'argument de vous écouter jusqu'à la fin. Donc, effectivement, on va avoir des objections rationnelles, des objections émotionnelles, et on a ce qu'on appelle les objections masquées. Est-ce que vous savez ce que c'est que les objections masquées? Oui, c'est utiliser un prétexte qui n'est pas le vrai. Ouais. Par exemple, le problème du temps ou le problème du budget qui n'est finalement pas le vrai problème. Ou... Ça peut être effectivement ça. Alors, tu as raison, parfois la question du budget est une fausse objection. Tu as complètement raison. Par contre, il y a souvent des réelles objections. Donc, en fait, même vous, parfois, le prospect ne sait pas mettre d'argument sur la raison pour laquelle il ne fait pas appel à vos services. Et souvent, vous avez des éléments qui vous donnent, des phrases, du verbatim. Est-ce que vous l'avez en tête? Ou est-ce que vous pensez... Oui, parce qu'ils vont pas forcément... Enfin, moi, ce à quoi je pensais pendant que tu parlais, c'était aussi aller rechercher les objections. Parce que autant en fait, c'est rassurant d'avoir des objections auxquelles répondre. Mais des fois, c'est oui, puis on se retrouve à la fin... Ok, il a compris, il m'a dit oui, mais en fait, il n'y a rien qui se passe. Et des fois, c'est bien d'aller les rechercher. Et les objections masquées, ça me fait penser un peu à ça. Je sais pas si c'est de ça dont tu voulais parler. C'est super intéressant, Elsa. Et alors, du coup, souvent, quand il te répond oui à tes questions, etc., qu'est-ce qu'il te dit à la fin de ton rendez-vous? Ou qu'est-ce qui se passe après? Mais justement, quand on n'a pas eu... moi, souvent, avant, j'étais commerciale pas jeune, hein, et quand j'avais trop de oui, je me disais, c'est bon, il va jamais me renvoyer le contrat, quoi. Et en général, c'était vrai. Et c'est pareil en rendez-vous. Quand on a un rendez-vous, on n'a pas de punchy, pas de questions-réponses. En fait, je me dis, en fait, ils sont fous, quoi. C'est une manière de me faire plaisir et de me dire oui, et puis on passe le rendez-vous et au revoir, quoi. Donc, c'est vrai que souvent, les masqués, c'est
ouais, elle est sympa, je vais lui dire oui pour lui faire plaisir, mais en fait, je sais très bien que moi, je travaille avec un autre cabinet où je sais très bien recruter moi-même, où de toute façon, j'ai déjà travaillé avec un cabinet, ça se passe pas bien, et je sais que je vais lui dire et elle va me répondre quelque chose, je vais pas la croire, donc ça sert à rien. Et c'est vrai que dans ces cas-là où ça se passe un peu trop bien, de manière générale, je suis désolée, on est vendredi, j'arrive plus à trouver mes mots. Mais du coup, voilà, moi, ça me met la puce à l'oreille. Et en général, justement, je vais les chercher les objections, quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Merci, Elsa. Souvent, quand vous rencontrez ce type de situation, le prospect vous dit « je vais y réfléchir ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ouais. Ok. Alors, quand il dit « je vais y réfléchir », c'est effectivement une objection masquée. Ni lui, ni vous, vous ne réussissez à mettre de mots sur ce qui n'a pas convenu, en tout cas les informations qu'il n'a pas eues ou qui lui ont déplu au cours de votre échange avec lui. Donc, c'est ce qu'on va effectivement appeler les objections masquées. Donc là, je vous ai remis quelques exemples. Donc, si je résume, on a les objections rationnelles qui sont relatives au prix, au timing, aux besoins, au budget, aux priorités du prospect. Les objections émotionnelles avec effectivement la peur du changement, le manque de confiance, la peur de mal faire ou de se tromper et la pression interne. Et ensuite, on va avoir les objections masquées qui ne sont pas des objections réelles émises par le prospect, mais qu'il va exprimer avec des phrases comme « je vais y réfléchir » ou envoyez-moi votre plaquette. Envoyez-moi votre plaquette, merci, tout à fait. Envoyez-moi votre plaquette. Là, pareil, pour une fausse objection. La personne n'a pas vu l'intérêt de vous rencontrer, elle n'y a pas vu son intérêt, son bénéfice. Et donc, du coup, effectivement, elle vous demande d'envoyer une plaquette qui ne sera évidemment 80% du temps jamais lue. Et quand tu appelles au mauvais moment, c'est-à-dire que tu le prends sur le fil, il est sur un dossier, il a autre chose à faire, et tu n'arrives pas forcément au moment où il a le plus d'écoute, tu le mets dans le masqué aussi? Alors, répète-moi ta question, pardon, Paul. J'ai été perturbée par le fait de t'entendre. Ah, oui. Quand tu peux appeler un client, parce que tu l'appelles à l'heure où toi, tu estimes que c'est judicieux pour toi, et lui, à ce moment-là, il est en réunion, ou il est avec quelqu'un dans son bureau, ou il est sur un dossier. Même si ton sujet l'interpelle à ce moment-là, il n'a pas le temps. Et donc, quelque part, il va te faire une objection, il va te dire oui ou non, mais en fait, tu te rends compte qu'il ne t'écoute même pas, finalement. Donc, il est toujours dans le masqué, là, ou c'est encore Ça dépend. Alors, parfois, ça peut être le cas dans le sens où il est vraiment en réunion et il n'a vraiment pas le temps. Par contre, moi, je pars du principe où une personne qui vous répond, si elle est en réunion ou si elle est occupée, en fait, si elle prend le temps de vous répondre, c'est qu'elle ne l'est pas tant que ça. Et donc, pour moi, elle n'est pas disponible intellectuellement. Ouais, mais c'est plutôt une fausse objection. Moi, je la mettrais. Ça peut être les deux, mais si moi, quand je suis en réunion ou quand je suis en formation, je ne réponds pas à mon téléphone. Je suis occupée. Donc, effectivement, souvent, c'est une fausse objection. J'ai répondu à ta question? Oui. Ok. Selon vous, qu'est-ce que cache une objection? On a commencé un peu à y répondre. Alors pour moi, il y a deux solutions. Ou l'objection, elle écoute clairement la discussion, ou l'objection, elle est faite pour justement en savoir plus aussi. Tout à fait. Et donc, du coup... Parce qu'il veut être rassuré. Il veut être rassuré. Il veut être rassuré, ouais. Il y a les objections de principe aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, en général, c'est pareil, c'est ce que j'ai appris aux pas jeunes. De toute façon, au début, on va toujours avoir un nom de principe. Et quand on a... Même moi, je me mets à la place du client. Quand j'ai un commercial qui m'appelle et que je connais l'idée d'Adam, je vais commencer par lui envoyer une objection. Je n'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est vrai que ça, moi, en général, je laisse couler cette objection-là. J'essaie de creuser. Pourquoi? Comment? Parce que pour moi, c'est une objection de principe. Parce que j'ai pas le temps. Tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est une excuse, comme on parlait de la réunion? J'essaye de creuser pour voir est-ce que c'est vraiment j'ai pas le temps. Mais moi, en général, je squish, je fais comme si j'avais pas entendu. En fait, je demande jamais déjà s'ils sont dispo.
C'est si vraiment je sens qu'ils sont pas dispo et ils me le disent, là je dis oh là là, je vous ai même pas demandé, je fais la naïve, mais en général quand j'ai une objection, je dis non mais je comprends bien, mais moi je vous appelle parce que en ce moment j'accompagne un super profil, blablabla, ou un autre truc, quoi. Et j'essaye de mettre le pied dans la porte, quoi. Ok, c'est intéressant. Merci Elsa. Pensez à vous, par exemple. Vous avez un commercial qui vous appelle pour vous vendre une démo d'un ATS. On va prendre l'exemple d'Elsa, une objection de principe. Vous dites non. Pourquoi est-ce que vous diriez non? C'est mécanique, mais pourquoi? Enfin, en fait, parce qu'au moment où je reçois l'appel, j'ai pas cette attente et j'ai pas ce besoin identifié. voilà, merci. Et donc, du coup, c'est plus un réflexe qu'une réponse, qu'une vraie. Enfin, je veux dire, ma réponse n'a pas de sens en fait. C'est juste parce que je suis appelé, je suis dérangé, je réponds, je m'attendais pas à ça. Je vais botter en touche parce que sur le moment, c'est le énième qui m'appelle. Il n'y a pas de différenciation et du coup, j'ai pas le temps. Plus tard, rappelez-moi plus tard ou non, j'ai pas besoin. En fait, c'est un peu comme quand on reçoit les appels pour de l'énergie ou changer, mettre des panneaux photovoltaïques. En fait, on s'arrête tout de suite. On met tout de suite une objection, ça m'intéresse pas. Donc, je pense qu'il y a une phase pendant laquelle il faut passer, en fait. Parce que l'objection, elle va arriver, c'est automatique. Alors, elle va arriver. Alors, c'est pas forcément automatique. Par contre, elle arrive pour une bonne raison. Tu m'as donné un exemple très intéressant. Donc, je t'ai dit, ouais, effectivement, il y a un commercial qui vend un ATS qui t'appelle. Automatiquement, tu vas dire non. Mais pourquoi est-ce que tu vas dire non à ce moment-là? Parce que ça n'arrive pas au bon moment. Ça n'arrive pas au bon moment. J'en ai déjà un. J'en ai déjà un, exactement. J'en ai déjà un. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire que vous en avez déjà un? Ça veut dire que vous ne voyez pas la valeur de ce qu'il a à vous proposer. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on émet des objections. C'est pour ça que ce n'est pas forcément mécanique, puisque si, admettons, Paul, tu n'as pas d'ATS, tu travailles sur Excel et tu es en train d'émettre l'idée de choisir un ATS et que le commercial t'appelle et te propose une démo, tu vas lui dire oui, parce que tu as le besoin actuellement et surtout que tu n'as pas d'ATS. Moi, ça m'est arrivé, en fait, j'en ai besoin d'un, quelqu'un m'a appelé. Des fois, tu n'as même pas conscience que c'est pas là, mais j'ai dit rappelez-moi, on s'est reparlé après, puis voilà, mais sur le moment, je n'avais pas le besoin, l'argent, on va dire, ou je n'étais pas trop dedans, mais on s'est rappelé parce qu'il y avait quand même un intérêt de ma part. Exactement. Et donc, en fait, une des raisons pour lesquelles les prospects émettent des objections, c'est le manque de valeur perçue. La personne n'a pas saisi pourquoi c'est intéressant pour elle à ce moment-là. Et l'exemple de l'ATS est probant. Je vais lui dire non parce que du coup, j'en ai probablement déjà un où je fonctionne déjà avec un Excel qui me va très bien. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que j'irais prendre un autre ATS. Voyez ? Donc, il y a déjà la question du manque de valeur. Ensuite, il y a parfois le manque de compréhension. La personne, elle n'a pas bien compris, le prospect n'a pas bien compris ce que vous avez à lui proposer et comment ça pourrait répondre à son besoin. Souvent, c'est typiquement, vous avez déjà eu l'objection de on a déjà une équipe de recruteurs internes où on a déjà des équipes RH en interne qui sont amenées à recruter. Donc, effectivement, la personne ne comprend pas pourquoi elle aurait besoin d'externaliser alors qu'elle a déjà un cabinet de recrutement interne. Donc là, c'est la question du manque de compréhension. Vous l'avez dit tout à l'heure, troisième élément, la peur ou la résistance au changement. J'ai peur d'externaliser le recrutement, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de me tromper sur le choix du cabinet, de perdre du temps, etc., etc. Donc là, la question de la peur. Et en dernier temps, le manque de confiance. Paul l'a très bien dit tout à l'heure, quand on est amené à prospecter, on appelle des gens qui ne nous connaissent pas et qui ne nous attendent surtout pas. Il n'y a personne, quand vous êtes amené à prospecter, qui attend votre appel. Et donc, effectivement, à ce moment-là, les gens ne vous connaissent pas et donc ils n'ont pas forcément confiance en vous. Et c'est la raison pour laquelle on va souvent émettre une objection. Est-ce que c'est clair pour vous? J'en ai une quand ils nous disent on a des personnes qui vont être amenées à recruter, c'est difficile d'argumenter, mais ils n'ont peut-être pas tard non plus.
Ben, si la personne nous dit, j'ai des personnes C'est quoi ta question exactement, Marie? J'ai des RH qui vont être amenés à recruter, donc on peut comprendre qu'elle n'a pas le besoin et ça va être difficile pour nous d'argumenter là-dessus, non? Oui. On fera des exemples tout à l'heure de comment est-ce qu'on répond à... On fera 2 exemples de comment est-ce qu'on répond à une objection. Mais si, effectivement, la plupart des grands groupes ont des équipes de recruteurs internes, des équipes composées entre 3 et 15, 20 recruteurs, et pourtant, ils ont des accords cadres avec tous les Big Four. Donc, ils ont besoin d'externaliser leur recrutement. Par contre, effectivement, c'est dans votre discours c'est votre discours qui va driver la décision de est-ce qu'ils font appel à vous ou pas. Ok. Souvent, quand on a une objection, qu'est-ce qu'on a envie de faire en premier? Raccrocher. Tout le monde a envie de raccrocher? Moi, en fait, mon premier réflexe, c'est de dire direct non, vous avez pas. Elsa, on t'entend pas du tout. Ah, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Je vais peut-être mettre mon casque. Je disais, on a envie de répondre tout de suite. Par exemple, j'ai déjà une équipe de recruteurs internes. On a envie de dire ah mais alors qu'il vaut mieux dire ah ben oui, vous avez raison, mais c'est important d'avoir son équipe. Il faut d'abord conforter et après. Très bien. Elsa, tu vas juste un peu vite, mais tu as raison. Là, tu as déjà commencé à répondre à comment est-ce qu'on répond à une objection. Ah d'accord. Pourtant, je suis marseillaise, hein, on prend notre temps. Non, par contre, c'est intéressant parce que tu dis on a tout de suite envie de répondre. Oui, on a envie de répondre à l'objection, mais plus encore que répondre, qu'est-ce qu'on a envie de faire? De dire non, vous avez tort. Et donc, du coup, alors, comment est-ce que ça se matérialise dans les faits? On est sur la défensive. Ouais. On coupe la parole. On se défend. On se défend. Et on est sur... Ok. On coupe la parole, on se défend. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? On a Cécilia qui dit oui mais, on dit oui mais et on argumente derrière. Cécilia, ceux qui n'est vous pouvez activer vos micros en bas. Je ne sais pas si vous avez vu dans la barre tout en bas, il y a un micro sur lequel vous pouvez cliquer. Merci beaucoup de effectivement, c'est Camille qui disait ça, pardon? Cécilia. Cécilia a tout à fait raison. La première action qu'on a envie de faire de manière très naturelle, c'est se justifier et d'argumenter. Selon vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Okay. Pourquoi? Mauvaise. Parce que c'est trop vite. Alors, Paul, on est sur la panique. On rentre dans un schéma de panique, c'est-à-dire que quelque part, on est un peu déçu par la réponse, on essaie de s'en sortir et on s'enterre en fait. On rentre dans la confrontation. Oui. En fait, on va dans le jeu, on rentre dans le jeu, enfin, et c'est pas le bon jeu en fait, il faut reprendre le contrôle. Et là, on est en train de le perdre. C'est sûr. Surtout qu'en plus, on a quand même au téléphone, tu me disais, on est sur du B2B, on a soit des responsables d'entreprise, soit des assistants de direction, enfin bon, des fois c'est les secrétaires, mais c'est pas avec elles qu'on va faire, ou eux qu'on va faire les réponses aux objections. On est quand même avec des gens qui connaissent leur métier, et c'est vrai qu'en fait, il faut arriver petit à petit à ce que eux ils connaissent bien leur métier et leur démontrer que nous on le connaît. Mais si on commence direct à rentrer dans la confrontation, il va dire non mais pour qui elle me prend pour un débile et voilà, alors qu'il faut, c'est pour ça que moi je pense qu'il faut toujours conforter d'abord, dire bien sûr c'est une bonne idée, moi je vous apporte cette solution là aussi, bien les écouter, mais bon. Ok, c'est hyper intéressant. Et donc effectivement, quand vous allez argumenter, vous allez confronter votre interlocuteur, votre prospect, et lui montrer en quelque sorte qu'il a tort. Et vous allez piquer son ego, et c'est absolument pas du tout faire en prospection, surtout pas quand on a des gens au téléphone. Le problème de cet élément-là, c'est qu'en fait, votre prospect, vous allez renforcer l'idée que votre prospect a raison. Effectivement, vous allez rentrer dans un ping-pong de non, j'ai la solution, je fais entre guillemets mieux que vous, et donc en fait, ce sera contre-productif, clairement.
Et donc, vous avez commencé un peu à y répondre, Maryse et Elsa. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, maintenant qu'on sait quel type d'objection il existe et ce que ça crée effectivement de justifier quand on a une objection, comment est-ce qu'on y répond? Déjà, il faut partir en découverte avant de répondre à toutes les objections Ouais, et faire très une bien. réponse. Ça, c'est clair. Moi, j'éclate de rire. Ah, d'accord. Oui, parce que c'est tellement évident. En appelant, je savais que j'allais avoir l'objection. Donc, quelque part, ça conforte que mon idée. Et donc, en même temps, si je m'arrêtais à ça, je n'aurais pas appelé. Donc, si j'appelle, c'est que je vais avoir l'objection. Donc, en fait, j'ironise. Je pars sur un jeu un peu comique, en fait, avec eux. Je détourne la conversation, j'emmène sur autre chose. Et ça permet de faire rebaisser la pression. Et après, on peut rebondir et avoir une discussion beaucoup plus saine. Parce qu'effectivement, je le savais qu'elle allait me dire ça. Donc, si on s'arrête à ça, on n'avance pas. Donc, l'idée, c'est de tout de suite dédramatiser en disant oui, mais ça, je m'y attendais, quoi. Maintenant, je vais peut-être vous parler de moi, je vais peut-être vous parler d'un petit peu. Est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder? Si elle n'a pas le temps, on prend rendez-vous plus tard. Mais l'idée, c'est d'avoir, à un moment donné, arriver à capter l'attention pour pouvoir délivrer son message. Paul, tu as l'air trop fort. On veut te voir en session de call le mardi matin ou le jeudi après-midi. Merci beaucoup. Donc, effectivement. Mais je pense que c'est aussi important de déterminer quelle est la vraie objection en fait de son client, parce que moi j'ai souvent eu une première objection qui était complètement une fausse objection. En fait, c'était pas la réalité. Donc on peut passer une demi-heure sur finalement une objection qui n'en est pas une vraie, et finalement passer complètement à côté de la réelle objection. Tu as complètement raison. On n'aura pas plus avancé. J'y viens. Effectivement, souvent, l'objection qu'on vous donne n'est pas Enfin, il faut creuser l'objection pour savoir si effectivement elle est réelle ou non. Et donc, le meilleur moyen de le faire, c'est dans un premier temps, déjà, de dire à votre prospect que vous comprenez et renforcer l'idée qu'il a raison. Heureusement que les entreprises que vous accompagnez ont des recruteurs dans leurs équipes. Heureusement qu'ils passent déjà par cabinet. En fait, sinon, ce serait beaucoup trop difficile pour eux. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, ils voient déjà l'intérêt du recrutement dans le process de recrutement dans leur entreprise. Et donc, c'est une bonne chose de renforcer l'idée qu'ils ont raison. Ensuite, l'objectif, ça va être effectivement, comme l'a très bien dit Amaury, de comprendre si c'est une réelle objection ou pas. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que les questions. Et donc, pour ça, vous allez donc du coup devoir isoler l'objection que vous avez eue dans un premier temps en posant des questions pour comprendre effectivement le réel besoin de votre interlocuteur. Et pour ça, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Arrive. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Je ne suis pas certaine. Elsa, oui. Les autres? Arrive. Alors, la méthode Arrive. Voilà, mais... Ok. Alors, la méthode Arrive, c'est un acronyme de 5 mots. Accueillir, reformuler, isoler, vérifier, explorer. Donc, dans un premier temps, vous allez accueillir l'objection avec des termes comme « je comprends »,« j'entends »,« vous avez raison ». L'objectif, c'est qu'à ce moment-là, vous ayez une phrase qui soit positive pour votre interlocuteur. Dans un second temps, vous allez reformuler le propos pour ne pas mal interpréter ce que la personne vous dit. Quelqu'un qui vous dit « c'est trop cher », ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le budget. Et donc, souvent, on interprète assez mal finalement ce que les prospects nous disent. Pensez à vous. Si demain, vous devez acheter une paire de chaussures et la paire de chaussures coûte 150 €, c'est potentiellement trop cher. Par contre, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les 150 € sur votre compte en banque. Vous voyez, c'est pareil pour les clients. Un client qui vous dit 20, 22, 23%, c'est trop cher, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prêt à les mettre ou qu'il ne les a pas dans son compte en banque. On est d'accord? Donc déjà, effectivement, partir du principe où il faut toujours reformuler ce que votre interlocuteur vous dit. Ensuite, dans un troisième temps, on va isoler l'objection. Et comment est-ce qu'on isole une objection? En posant une petite question. On fera un exercice tout à l'heure, dans lequel ce sera beaucoup plus simple pour vous, en tout cas moins théorique. Et dans un dernier temps, on va vérifier que le prospect est rassuré. Rappelez-vous, souvent l'objection arrive parce que le prospect ne vous connaît pas, il n'est pas rassuré par qui est-ce que vous êtes, il n'a pas confiance en vous et il n'est pas sûr de ce que vous avez à lui proposer. Et donc, du coup, on va vérifier qu'on l'a bien rassuré
par rapport grâce aux questions qu'on lui a posées. Dans un dernier temps, vous avez la partie explorer, donc exploration avec une série de questions, mais qui marche un peu moins sur du cold call. C'est pas gênant, vous pouvez l'utiliser, mais ça veut dire que vous allez rallonger du coup votre temps la durée de votre appel téléphonique. Et le risque de rallonger la durée de l'appel téléphonique, c'est donc du coup de se prendre d'autres objections derrière. Alors qu'en cold call, l'objectif, c'est quand même d'avoir une durée d'appel qui soit relativement courte. Oui. Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui, ok. Alors, sur la partie accueillir. Donc là, je vous ai donné quelques exemples où vous pouvez effectivement, que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre prospection. Oui, je comprends parfaitement. C'est une remarque légitime que vous faites. À votre place, je me poserai sans doute la même question. J'ai été à votre place il y a 3 ans. Si par exemple, vous avez été responsable de recrutement, etc. Donc effectivement, avoir une première phrase qui soit positive et qui renforce l'idée que votre prospect a raison de vous donner cette objection. Okay, ne pas lui montrer qu'il a tort, parce que sinon, vous tirez une balle dans le pied dès le début. Ensuite, on va avoir la deuxième partie, la reformulation. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire que, ou si j'ai bien compris, vous fonctionnez de X manière. Okay, ça va avoir 2 effets. Un, vous assurez que vous avez bien compris ce que votre prospect vous a dit. Deuxième effet, votre prospect aura l'impression, en tout cas sera rassuré sur le fait que vous l'avez écouté. Donc, c'est un double objectif, le fait de reformuler. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, faites-le automatiquement, que ce soit lors des briefs, lors de vos cold calls, lors de vos rendez-vous clients, même avec les candidats, c'est essentiel. Ensuite, on va voir la partie isolée. Donc là, je vais poser une petite question en lien forcément avec le sujet ou l'objection qu'il m'a donnée pour lui faire rendre compte de l'intérêt de ma solution. Okay, et enfin, on va avoir la partie vérifier. Donc, vérifier si l'objection exprimée est la seule qui empêche la personne d'avancer ou s'il y en a d'autres derrière. Et là, vous pouvez dire, effectivement, donc c'est trop cher, ok, je comprends, mais à part le prix, est-ce qu'il y a autre chose qui vous retient aujourd'hui, par exemple? On verra d'autres questions tout à l'heure. Et puis après, la partie exploration, mais que je n'ai pas détaillé ici parce que ça dépend forcément du discours que vous allez avoir avec, l'échange que vous allez avoir avec vos interlocuteurs. Maintenant, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on fasse un exercice sur les objections que vous avez dans votre quotidien en reprenant, du coup, la méthode Arrive. OK? Ça vous convient? Alors, sur quelle objection vous souhaitez qu'on fasse l'exercice dans un premier temps? On peut faire 2 objections. Alors, sauf si Dorothée nous dit qu'on a un peu le temps, mais là, il nous reste 10 minutes, un quart d'heure grand max. Mais voilà, on en fait 2 et puis si on a le temps, on en fera une 3e. Alors, quelle est la première... Oui. Juste une question. Camara, est-ce que la méthode Arrive, elle peut être aussi bien appliquée à l'oral évidemment, mais à l'écrit également? Ouais. Oui, elle peut être complètement adaptée à l'écrit. Ok, merci. J'ai une question aussi, mais moi je vais à l'inverse parce que j'ai eu le cas. On a répondu à toutes les objections, l'entretien téléphonique se passe super bien, on a un rendez-vous. On a pris le rendez-vous, c'est à 2 heures de route et on arrive là-bas, à la fin de l'entretien, la personne nous dit « Ah ben c'est super, mais en fait pour l'instant T on n'a pas de besoin ». Alors que c'est pas du tout ce qu'elle m'avait dit déjà à l'entretien téléphonique. Et puis c'est vrai que j'avoue qu'à l'époque j'étais en cabinet, donc il y avait aussi cette volonté de prendre des rendez-vous. On était stimulés là-dessus. On avait des devco collectifs et on gagnait avec le nombre de rendez-vous. Donc c'est vrai qu'on voyait plus le rendez-vous que la perte de temps, quoi. Moi, à l'instant de maintenant, je suis toute seule. Le temps, c'est aussi de l'argent. Comment arriver aussi à ça? Parce que moi, je suis vraiment, par exemple, moi, je vais pas forcément aller chez les personnes qui passent pas du tout par les cabinets. Ou alors je vais vraiment creuser parce que moi j'ai peur aussi je fais des objections à mes clients, à mes prospects. Tu peux me reformuler ta question? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ah ben, reformuler. Comment
Putain, je sais pas comment la tourner. Comment en fait, on a un super feeling avec le prospect. On va prendre le rendez-vous, mais en fait, en gros, moi j'ai besoin de ton avis. C'est est-ce qu'il vaut mieux prendre un rendez-vous entre guillemets pour rien, alors que ça va me prendre du temps, du déplacement, de l'argent en déplacement, etc. Et que finalement je vais faire un rendez-vous et j'aurai pas de demande de candidat ni rien. Et que pendant ce temps-là, j'aurais pu faire du sourcing pour d'autres clients ou pour faire du push ou quoi que ce soit. Tu comprends ma question? En gros, c'est est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous à tout prix en fait? C'est ça ma question. C'est là où j'ai du mal à me positionner en ce moment. En fait. Voilà. Non. Bon, c'est bien ce que je pensais, mais j'ai besoin quand même d'être rassurée par rapport à ça. Par contre, à toi de déterminer si le rendez-vous a du potentiel ou pas. Faire un rendez-vous pour rien, ça ne veut pas dire que, admettons, tu fasses le rendez-vous et le prospect n'a pas de besoin. Bon, bah, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Par contre, je pense qu'il y a un intérêt. En fait, il faut que tu vois, en fonction du prospect, s'il y a des postes, en fonction, je ne sais pas sur quelle spécialisation tu es ou si tu es généraliste. Pardon? C'est sur le BTP. Très bien. Sur le BTP. Alors, tu vois, typiquement, en fait, je pense que ça dépend surtout du type d'entreprise. Si effectivement, c'est une petite TPE qui a un recrutement tous les 1 an et demi, bon, faire un rendez-vous, ça n'a pas de sens ou pas d'intérêt. Parce qu'effectivement, c'est pas un compte qui va te rapporter suffisamment sur le moyen long terme. Par contre, si effectivement tu vois qu'il y a un intérêt et un potentiel de développement avec ce prospect mais qu'il n'a pas de besoin actuellement, bah, je pense qu'il y a quand même un intérêt à ce que tu le rencontres pour qu'il t'ait en tête au moment où tu vois. L'idée, c'est que tu puisses suivre tes comptes aussi. Oui. Je ne sais pas comment vous avez l'habitude de travailler, mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une dizaine de comptes que vous souhaitez développer, ouvrir sur l'année avec un objectif et de suivre ces comptes-là régulièrement. Comment est-ce qu'on suit ces comptes? On les suit en les prospectant, en les appelant, en leur envoyant des mails, en les rencontrant, en les emmenant déjeuner, etc. Alors oui, effectivement, peut-être qu'au début, c'est difficile d'ouvrir un gros compte. Ce qu'on appelle en cabinet, excusez-moi du terme, mais la vache à lait. C'est difficile d'ouvrir une vache à lait, puisqu'en fait, encore une fois, les prospects ne vous connaissent pas au début. Ils ont déjà potentiellement l'habitude de travailler avec d'autres cabinets. Donc, vous avez besoin de vous faire connaître, de leur présenter votre méthode de travail, de les relancer, etc. Moi, je me souviens que quand j'étais en cabinet de recrutement, j'avais un compte que je suivais. J'ai plus le nom en tête, mais ils étaient spécialisés dans tout ce qui est funéraire. Et en fait, moi, j'étais spécialisée sur le métier de la finance et ils avaient 15 comptables fournisseurs sur la partie compte à four. J'ai dû le rencontrer franchement facilement 3 fois avant qu'il me file des jobs. Mais parce qu'il travaillait déjà avec Hayes. Et en fait, il voulait aussi, je pense, tester ma volonté de travailler avec eux. Et donc là, non, c'était pas des rendez-vous que je faisais pour rien. Je savais que quand j'allais lui montrer mon intérêt pour lui et son entreprise. Et donc, effectivement, il y avait des actions commerciales que je menais quotidiennement. J'aurais pu m'arrêter. Oui. Non, mais bien sûr. Mais moi, Pardon, je t'ai coupé. Moi, les gros comptes, je les ai toujours ouverts avec un candidat ou une candidate. Elsa, on s'écarte ouais, pas merci. parce que là, alors, il reste pas beaucoup de temps pour traiter les objections. S'il vous plaît. Du coup, laquelle vous voulez qu'on traite en priorité? Une que vous avez le plus souvent. On gère en interne. On gère en interne? Moi, j'ai une question, du coup, avec cette objection. Est-ce que vous trouvez, sur la totalité des jobs que vous prenez, est-ce que vous trouvez toujours les candidats ou est-ce que vous placez toujours les candidats chez vos clients? Non. Oui, qui a dit oui? Camille? Camille, t'es trop forte. Oui. Oui. Pour les autres? Non. Pourquoi? Non. Parce que souvent, j'ai envie de dire de rajouter non, pas tout de suite, parce que souvent le candidat est tellement pénurique que ça prend du temps. Parce que quelqu'un est passé avant moi. Est-ce que vous trouvez toujours les candidats voilà. Idéaux pour vos clients? Qui a dit oui?
Nathalie? Oui. Nathalie et Camille, vous êtes super forts pour les autres? Moi. En fait, Kemra, je pense que ça dépend du marché. Tu as des marchés orientés clients d'autres candidats. Donc, typiquement, Elsa, elle est orientée candidat. Moi, c'est orienté client. Donc, il y a toujours le candidat. Tout l'enjeu est plus sur le client. Oui. Quand tu n'as pas de pénurie de candidats, Oui, ta prospection est d'autant plus importante. Donc, tu pas pourvois les forcément. postes quand tu les as. Moi, j'étais sur Puisqu'il y a les la finance candidats. d'entreprise, donc c'est de la fonction support, c'est pas compliqué en soi. Par contre, trouver un comptable général SAP bilingue anglais, bon courage. Oui. Tu vois. Donc, oui. Pourquoi est-ce que je vous pose la question? Oui. Alors oui, effectivement, par contre, tu as complètement raison, Camille. Ça dépend des marchés. Et parfois, sur des marchés, il y a effectivement les candidats, en tout cas, moins de difficultés à en trouver. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Et vous pouvez vous confronter souvent quand on fait appel à vous, c'est parce que les entreprises avec lesquelles vous travaillez ont du mal à trouver les candidats. Et donc, souvent, elles ne les ont pas, en fait, finalement, dans leur vivier. Donc, la question que vous allez proposer, première objection, on gère en interne, ok, très bien. En partant de ce postulat de les entreprises n'ont pas le vivier ou n'ont pas systématiquement les candidats qu'elles recherchent, quelles questions, en suivant la méthode Arrive, on peut leur poser, du coup, pour isoler cette objection qui est on gère déjà en interne? Ouais, alors... Peut-être une question sur la quantité et comment ça se passe. Comment ça se passe? Comment vous faites? Par quoi vous passez? Job board, etc. Est-ce que vous pouvez leur demander s'ils trouvent combien de temps vous mettez pour trouver un profil? Est-ce qu'il vous arrive de ne pas trouver de profil? On est sur un poste, il y a un poste d'ouvert. Vous prospectez, la personne vous dit on a déjà une équipe de recruteurs. La première question que vous lui posez, c'est quoi, pardon? Alors, c'est-à-dire comment ça se passe? Comment ça se passe? Est-ce que vous trouvez vos candidats facilement? Alors déjà, ça peut être effectivement comment êtes-vous Depuis organisé? quand le poste est ouvert? Depuis quand le poste est ouvert? On pourrait également leur poser la question de combien de candidatures qualifiées avez-vous reçues? Pourquoi est-ce que je pose cette question à votre avis? Quel est le problème numéro 1 des entreprises quand elles recrutent? C'est le temps. C'est le temps la qu'ils mettent qualité des candidatures. Et donc, du coup, il y a un manque de la qualité des candidatures qualifiées. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais déjà poser cette question. Moi, j'aurais commencé par ça. Mais effectivement, c'est combien de candidatures qualifiées avez-vous reçues? Que tu poserais? Ça pourrait être également combien de candidats qualifiés avez-vous reçu en entretien? En fonction du nombre, vous pouvez poser la question de la satisfaction. En êtes-vous satisfait? Ou pourquoi? Juste, pourquoi vous avez... ça peut être en êtes-vous satisfait ou pourquoi vous en avez reçu que 3? Pourquoi vous en avez reçu 5? Pourquoi vous en avez reçu 15? Vous voyez? Et là, il y a un échange qui va se créer entre votre prospect et vous. L'objectif, c'est de faire découler une problématique. Vous voyez? J'en ai reçu 15. Bon, effectivement, et sur les 15 que vous avez reçus, combien vous avez fait de propositions ou de propositions d'embauche? On n'en a pas fait. OK, pourquoi? Et là, la personne va vous dire les problématiques, finalement, qu'elle rencontre sur ce poste-là. Les candidats n'avaient pas ça, les candidats avaient... OK, très bien. Est-ce que vous savez comment trouver les candidats qui ont toutes ces compétences-là? Souvent, ils vont vous dire non. Quand on vous dit non, là, c'était une porte ouverte à votre proposition de service. Puisqu'en fait, vous pouvez les accompagner à trouver tous ces critères-là.
Surtout Camille et Nathalie, de ce que j'ai compris. Est-ce que vous voyez un petit peu le process? C'est OK, vous gérez déjà en interne, très bien. Comment est-ce que vous êtes organisé? Depuis combien de temps le poste est ouvert? Bon, il est ouvert depuis 30 jours, très bien. Et du coup, en un mois, combien de candidatures qualifiées vous avez reçues? Et là, souvent, ils vont vous dire beaucoup, ils vont confondre le nombre de candidatures avec le nombre de candidatures qualifiées. Donc, à vous de rebondir sur le terme, la terminologie de qualifié, et puis après, d'en faire découler une discussion. Pourquoi vous avez rencontré ou pourquoi vous avez reçu que 3 candidatures qualifiées ou pourquoi vous n'en avez pas du tout reçu. Voyez ? Essayez de leur faire dire le problème qu'ils ont, de sorte à leur faire conscientiser qu'ils ont un sujet et que, oui, heureusement qu'ils ont une équipe de recruteurs internes, mais que parfois, ça ne suffit pas. Mais c'est eux qui doivent vous le dire. Ce n'est pas à vous de leur dire. Vous voyez ? Oui. Kemra, il y a aussi une manière, quand c'est la gestion interne, c'est quand même aussi de faire comprendre par une question à son client que lui peut gérer la candidature, mais il ne peut pas aller chasser chez son concurrent en direct. C'est très rare que les équipes internes aillent vraiment chasser en direct chez le concurrent. Donc, ils attendent de la candidature, mais en fait, ils ne provoquent pas non plus le besoin. Et ça, c'est vrai que pour arriver en tant que consultant en recrutement, par rapport à une équipe interne, c'est souvent un argument qui peut faire aussi la différence. On pourrait carrément poser la question de est-ce que vous faites de la chasse? Vous voyez? Et là, on reprend la méthode Arrive. Est-ce que vous faites de la chasse? Ils vont dire oui, ils vont vous dire non. OK. Chez qui? Et là, vous pouvez dire est-ce que vous faites de la chasse chez vos concurrents? Vous voyez? Et là, effectivement, émettre le fait que vous pouvez aller chasser chez leurs concurrents sans que ça leur porte préjudice. Vous voyez? En fait, il y a plusieurs manières d'aborder sa proposition de valeur, mais il faut que vous puissiez appuyer sur ce qui va mal chez eux, et c'est grâce à des questions. Donc là, effectivement, je vous en ai mis quelques-unes, mais il y en a des dizaines et des centaines de questions que vous pouvez poser. Ça dépend de vos cibles, ça dépend de votre spécialisation, des métiers que vous êtes amené à adresser, etc. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une liste de questions que vous pouvez poser sur vos cibles précises. Si vous êtes dans le BTP, il y aura très certainement des problématiques qui sont liées à toutes les entreprises du BTP. Si vous êtes dans la tech, c'est exactement la même chose. Souvent, les entreprises, elles ont à peu près les mêmes problèmes quand elles sont sur un secteur d'activité spécifique. Donc, n'hésitez pas à retracer déjà toutes les problématiques qu'elles ont et quelles questions vous pouvez en faire découler pour effectivement être beaucoup plus percutant et beaucoup plus pertinent dans votre prospection commerciale sans dire je suis consultant en recrutement spécialisé sur est-ce que vous avez des besoins. Vous voyez ? Là, l'objectif, c'est de faire découler, de créer un échange pour comprendre la réelle problématique de votre prospect et lui dire que vous pouvez l'accompagner sur cette problématique. Et là, vous allez créer de la confiance et là, vous allez répondre à un besoin réel. Ça va? Ouais. On n'aura pas le temps de faire le deuxième. Par contre, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire sur LinkedIn. Ce sera avec grand plaisir. Est-ce que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair sur le traitement des objections? Vous avez le droit de dire non, hein. Oui. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Il faut carrément le mettre en pratique. Par contre, avant de le mettre en pratique, moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre la méthode Arrive, d'identifier quels sont les éléments à chaque fois, quelles phrases vous pouvez mettre et surtout quelles questions, comment est-ce que vous pouvez isoler l'objection grâce à des questions. Une fois que vous identifierez, vous allez identifier les questions, pas besoin d'en faire 100, faites-en 5-6, testez-les et ça devrait fonctionner. Il n'y a pas de raison en tout cas. Écoutez, avec merci beaucoup. Merci Kemra. Ça peut paraître un peu pas très concret aujourd'hui parce qu'effectivement, on n'est que sur un exemple précis parce que la réalité est bien plus complexe que ça. Moi, j'invite ceux qui ne connaissent pas Kemra d'aller voir sa formation sympa, et merci éventuellement beaucoup, de la suivre Paul. parce qu'il y a un avant et un après. Je vous le garantis. Bon, merci beaucoup. Si vous avez effectivement envie de m'écrire sur la méthode Arrive, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end.
Avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.